quelque chose. Oui, Anna. Et donc, il s'agit d'un roman publié par Pearl Books Éditions, Oui, on les La connaît. Sterne. Et comme l'auteur n'est pas ici, j'ai demandé à Sébastien Bidot, dont le métier est comédien, de nous lire un extrait. Il a lu le livre et il a choisi un extrait. Voilà. J'ai deux extraits. En fait, la Sterne, c'est donc Evan, infirmière québécoise qui a quitté Montréal et son petit ami violent pour venir en Suisse à la recherche d'un père qu'elle n'a jamais connu. Les récits de tous les protagonistes qui, au fil des jours, voient évoluer leur relation avec la jeune femme s'entremêlent, révélant leurs ambitions et leurs désirs contradictoires. Et si Evan n'était pas celle qu'il croit. L'intrigue labyrinthique de la Sterne, taillée au scalpel, oscille en permanence entre thriller et roman psychologique. Mon premier extrait, c'est du point de vue de Fabiani, qui est possiblement le père d'Evan. Avant, ils n'ont pas encore fait le test ADN, parce qu'elle a retrouvé son père, et il faut qu'ils fassent le test ADN. Ils apprennent à se connaître avant. 30 mai. Evan a accepté de me rencontrer, elle espérait probablement ce rendez-vous. Je n'ai toujours rien décidé. Je suis venu avec des jumelles et ma longue vue. Je lui ai donné rendez-vous à l'île aux oiseaux sur la plage de Prévérange. Elle ne connaissait évidemment pas le lieu et m'avoue une seule et unique expérience ornithologique à Baie-du-Fèvre, le long du Saint-Laurent, pour la migration des oies. Je suis un passionné d'ornithologie et j'éprouvais le besoin de rencontrer Evan en position de force, me sentir meneur, lui expliquer, lui montrer. Je lui ai donné rendez-vous sur le parking de la plage. Elle a 5 minutes de retard. J'ai pris le premier bus et puis je suis descendu à pied. Ce n'est pas simple sans voiture depuis Lausanne. Je n'y avais pas pensé. Je la découvre changée. Elle a coupé ses cheveux encore plus courts, ce qui lui confère une allure garçonne. Serait-elle aussi lesbienne? Comme moi, elle est visiblement gênée. Je m'affaire à sortir mon matériel, me poser des questions sur ma longue vue, lui fournit un prétexte pour parler. J'ai emprunté les jumelles Leica d'Asia pour Evan. Je la dévisage en lui tendant l'objet. Elle ne me ressemble absolument pas. J'aimerais lui demander si elle a ce grain de beauté sous la côte flottante gauche, mais elle a tellement bien intégré son rôle d'élève qu'elle me pose déjà des questions sur les oiseaux de l'île. Nous nous engageons dans le sentier plat bordé d'une haie de grands platanes du côté du lac, des arbres hauts et robustes qui abritent forcément des nids. Je cite 2 ou 3 espèces. Evan est attentive. S'intéresse-t-elle à mon hobby par complaisance pour se faire apprécier? Les ramifications du chemin à l'opposé du lac proviennent de villas cossues éparpillées dans la verdure. Elle lâche un commentaire à ce sujet. C'est magnifique, ces maisons doivent valoir une fortune. Est-elle intéressée par l'argent? Je ne réponds pas. Je me réfugie dans le récit de la différence entre le mâle et la femelle chez le pinson des arbres. Nous n'avons encore eu aucun échange au sujet du but premier de cette rencontre. Ni elle ni moi n'osons. Et c'est très bien ainsi. À travers le filtre des branches touffues, le jour produit un halo blanc laiteux. Il est 7 heures du matin. La plage est encore déserte, mais certains oiseaux sont dans leur phase de réveil, d'agitation. Ainsi, il devrait être plus facile de les observer, de les entendre. Une petite bise souffle toujours, moins soutenue que les jours précédents. Elle ne devrait pas entraver les envols. Evan exhale une odeur camphrée de patchouli. Je le sens en m'approchant d'elle pour lui expliquer comment régler les jumelles afin d'obtenir une image nette. Une appréhension me serre alors le ventre. Serait-elle une adepte du mouvement hippie? Elle paraît raisonnable, mais si elle consommait de la drogue ou avait un handicap psychologique à cause de son enfance particulière, devrais-je m'encombrer d'une fille déséquilibrée? J'observe ses longs ongles rouges griffés, le caoutchouc des Leica qu'elle empoigne. Je les avais évidemment déjà remarqués la première fois. Ne sont-ils pas gênants pour faire un pansement, une prise de sang? Est-elle vraiment infirmière? Que cache-t-elle derrière ses ongles rouges?
Evan secoue la tête pour me signifier qu'elle n'a pas réussi à cadrer un merle de passage, puis d'un geste ferme et déterminé positionne ses jumelles pour tenter de zoomer sur un verdier accroché à la branche basse d'un platane. Cette fois je l'ai, conclut-elle. Et elle pose une main sur mon épaule le temps d'une pensée, en signe de complicité. C'est excitant, dit-elle encore, on verra des espèces rares. J'ai senti ses griffes rouges encore fraîches sur mon cou. L'espace d'une seconde, j'aurais voulu réduire l'écart entre nous. Elle a quelque chose de sensuel, de félin, avec ses ongles longs et ses cheveux si courts. Une panthère noire. Le long du chemin, nous croisons un jogger matinal essoufflé et plus loin, j'aperçois le trépied déployé d'un ornithologue caché par sa longue vue. Observe-t-il quelque chose d'inhabituel? Nous commençons à entendre le vague brouhaha des sternes s'agitant au-dessus de leur plateforme. « C'est quoi une sterne ?» demande Evan. « Une sorte de mouette, mais plus effilée, et qui ne vient qu'à la belle saison, pour nicher. » Je regarde Evan. En détaillant son visage plutôt allongé, je trouve tout à coup qu'il ressemble au profil pointu et mince de celui d'une sterne. Sa chevelure courte dessinerait même la calotte noirâtre que l'oiseau arbore sur le sommet du crâne en parure nuptiale. Je souris et, un peu gêné, baisse la tête pour qu'elle ne le remarque pas. Sans le vouloir, je lance une œillade sur les cuisses, les mollets, les chevilles délicates d'Evan qui est venue en short. Elle a les jambes un peu courtes, comme la sterne. Ça, c'est le premier extrait. Alors, un deuxième extrait, c'est du point de vue de Flavien. C'est un jeune homme qu'elle rencontre dans un bar, de manière à l'improviste, mais il s'avérera après que c'est un personnage qui fait partie d'un truc. Donc après le bar, ils vont dans sa villa. Dans ma villa au bord du lac, elle a d'abord voulu faire le tour des pièces en baladant périlleusement son verre de whisky. « Tu as 4 salles de bain ?» s'étonne-t-elle. « Une pour chaque besoin. »« Tu as 4 besoins ?» ?»« J'urine, je défèque, je vomis, je crache. » Elle s'étouffe en avalant de travers. « Tu es vulgaire. » Et le silence de la nuit pénètre dans la maison en court instant. J'aurais envie de lui parler de la vulgarité de son ivresse, mais ce n'est pas le moment de la refroidir. Elle plaisantait d'ailleurs probablement. Ce soupçon se confirme car elle éteint le silence d'un joli sourire. Elle a une dentition de star parfaite. Elle s'aperçoit que j'admire sa bouche et se met à lécher ses canines et ses incisives dans un mouvement sensuel en m'adressant un clin d'œil. C'est beau d'avoir placé des plantes vertes dans tes salles de bain. Elles sont si propres qu'on pourrait manger par terre, me complimente-t-elle pour m'amadouer. M'inciterait-elle à la dévorer, à la plaquer contre le mur de la douche, à lui arracher son t-shirt sous lequel elle n'a pas de soutien-gorge? Elle a de tout petits seins de gamine. Je m'évade sans le vouloir dans des images d'un acte sexuel à la fois brutal et extrêmement voluptueux, perpétré debout sous un jet d'eau glaciale. Mais la sterne voudrait voir les étoiles et la lune, s'il y en a une. Nous descendons sur la terrasse face au lac. Elle s'allonge sur un transat, je reste debout pour l'observer tandis qu'elle se perd dans la contemplation du paysage. Lumière d'en face, côté France, brille au loin, seulement interrompue par la silhouette noirâtre du tronc d'un grand frêne qui a fait sa place au milieu des galets de la plage. Le ciel est limpide, translucide, d'une couleur incertaine qui permet d'imaginer d'autres univers au-delà des étoiles. Il n'y a pas de lune, et les astres luisent comme des tisons de braise, comme les yeux verts de la sterne aussi. Elle se plaint du froid qui la pénètre, elle a les jambes nues. Elle les enveloppe dans une des couvertures que j'ai sorties en prévision de la fraîcheur de la nuit, puis enroule l'autre, celle que je me destinais, autour de ses épaules. Bizarre qu'elle ait si froid avec tout l'alcool qu'elle a ingurgité. Je rentre chercher un pull. Lorsque je reviens, elle s'est assoupie. Le verre de whisky est renversé sur les dalles en béton lavé. Les 2 glaçons ont roulé jusqu'à la pelouse. Je ramasse le verre et sens grandir en moi le désir d'aboutir à quelque chose. Je ne peux tout simplement pas la laisser dormir. Je m'agenouille à côté de son transat, m'approche de ses lèvres et l'embrasse. Dans un éveil fragile, elle miaule, n'ouvre même pas les yeux, tourne son visage de l'autre côté.
c'est pas le moment de dormir. Elle ne répond pas. Je voudrais la secouer. Mon désir de la posséder ne saurait demeurer un rêve ou un mirage. Je m'ingénie à suivre le mouvement de ses lèvres qu'elle déplace alors invariablement pour se soustraire aux miennes. Elle ne dort plus, elle joue et me murmure soudain fébrile. Tu m'emmènes dans ta chambre. Elle est petite, ainsi pelotonnée dans mes bras, légère comme une plume. Je dois seulement faire abstraction de ce relent d'alcool. Je la pose sur le duvet. Elle disparaît dessous, rapide comme le lézard qui regagne son trou. Le duvet tressaille. Je devine le but de ce remue-ménage. Devrais-je aussi me déshabiller? Elle jette son t-shirt par-dessus bord, puis son short, sa culotte. Je suis prête. Est-ce la saison de reproduction des sternes? Je veux l'avoir toute nue. D'un geste vif, j'attrape le duvet, mais elle s'y agrippe et je la traîne aussi sur quelques centimètres avant de suspendre mon mouvement. Éteins la lumière. Pas envie d'obéir à cet ordre. C'est aussi des yeux que je veux la dévorer. Je tente de soulever un coin du duvet, d'y glisser mon regard. Elle se recroqueville. Ne m'agace pas, éteins, j'ai mes raisons. Aurait-elle une malformation à dissimuler, des plumes d'oiseaux? Elle semble déterminée à ne pas se montrer nue, ou serait-ce mon corps qu'elle refuserait de lorgner? Quand je reviens vers elle, dans la pénombre de la chambre, elle m'accorde une place sous la couette. Bien qu'elle soit recroquevillée en position fétale, elle me tourne le dos, je me colle à son moignon, en épouse la forme. Je sens ses fesses contre mes cuisses et presque instantanément j'ai une érection malgré mon haleine alcoolisée qui a pris possession de l'espace sous le duvet. Malgré son haleine alcoolisée qui a pris possession de l'espace sous le duvet. Elle se frotte, tiède et lascive. J'ai un légitime sursaut de lucidité. Tu as un préservatif? Elle n'en a pas non plus et ça n'a pas l'air de la freiner. En revanche, elle insiste pour que je me contrôle. Elle ne prend pas de contraceptif. Elle remue les fesses contre mon sexe raidi, puis d'un mouvement fiévreux et nerveux, semble désirer que je la pénètre au plus vite dans cette position, comme pour ne pas me voir, comme si elle pouvait s'imaginer avec un autre. J'ai une dernière pensée presque angoissante. Avec qui a-t-elle traîné dans sa vie de fêtarde québécoise? Mais déjà, elle engloutit mon sexe et la jouissance accapare ma volonté, je pousse jusqu'au fond. Je t'avais dit de faire attention. Avec à poids du duvet, elle essuie mon sperme qui s'écoule lentement de son sexe. Visiblement contrariée, mais aussi lointaine et distraite, elle a prononcé ces mots d'un air vague. Je n'ai pas pu résister. Elle criait mon nom, me demandait de pousser plus fort, encore plus fort. Je me suis enflammé, me suis laissé emporter par la fougue et l'extase, comme si j'étais un jockey tout près de la victoire, porté par la foule en délire, et qu'il fallait que je cravache ma monture avec férocité jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu m'as tellement excité. Je tente de la raisonner. Je lui assure que les risques sont minimes avec un seul rapport. Elle ne m'écoute pas. Apparemment troublée, elle sort de la pièce pour se diriger vers la salle de bain la plus proche, sans dire un mot ni me jeter le moindre regard. J'attends son retour, encore étourdi par nos ébats, mais déjà gagné par le sentiment amer et insupportable d'une défaite. Lorsqu'elle revient, elle s'arrête sur le seuil de la porte. Je la perçois glaciale dans la lumière du hall. Elle s'appuie contre le chambranle et me transperce d'une voix de robot. Tu as un petit sexe, le vautour. Je ne te sentais presque pas. Heureusement pour elle, j'ai l'âme charitable. Et elle l'avait fait. Sans plus l'écouter, je la ramène au plus vite à Lausanne.